Bonjour les amis, petite vidéo de réaction sur le passage du docteur Laurent Alexandre sur le plateau, la chaîne de télévision, enfin plutôt la chaîne YouTube Think of You. Donc nous allons réagir à une petite séquence de ce qu'il a pu dire sur l'intelligence artificielle et par rapport évidemment à ce sujet de manière globale qui m'intéresse et tout particulièrement vous également, je le pense. En tout cas, ceux qui me suivent déjà un bon bout de temps. Donc, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour le référencement de la chaîne, ça ne coûte rien, ça prend juste 1 à 2 secondes. Et dès que c'est fait, on peut commencer cette fois-ci le sujet de la vidéo. 1,90 €. Tu touches combien si on se tutoie Moi, je touche rien, j'abandonne mes droits d'auteur pour que le prix soit le plus faible possible. Magnifique. On a lu le bouquin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis régalé avec le bouquin. C'est à la fois un bouquin qui fait un constat, de la prospective et un peu de science-fiction. Et je veux qu'on en parle. C'est important que les gens comprennent ton point de vue, ta perception. Il y a beaucoup de recherches dedans. Il y a un gros travail d'interprétation des recherches et d'extrapolation des recherches. Pourquoi la guerre des intelligences ? Parce que, à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'extrême complexité du monde, l'intelligence devient la source de tous les pouvoirs, de toutes les guerres, et qu'il s'agisse du domaine géopolitique ou qu'il s'agisse de l'économie domestique, l'intelligence va être au cœur de tous les process, de tous les conflits, de toutes les guerres. Et donc la guerre des intelligences, c'est pas avec un point d'interrogation, en réalité c'est avec un point d'exclamation. Oui, sur cet aspect, il a totalement raison et on peut constater déjà aujourd'hui avec même l'actualité, le conflit en Israël, enfin entre l'Israël et l'Iran et également à Gaza et même les Américains, ça a été prouvé, hein. Les États-Unis, par exemple, et Israël ont utilisé des intelligences artificielles dans ces conflits-là en question. Et aussi, le fait que les Américains ont déjà pris la tendance, la teneur des choses, déjà avec le projet Stargate qui est en cours, donc Donald Trump, qui veut mettre sur pied, qui a mis sur pied un consortium de 3 géants américains, OpenAI, SoftBank et Oracle, pour créer de nouveaux data centers, donc un plan de plus de 500 milliards de dollars autour de l'IA. Ça, c'est véritablement quelque chose qui prouve que les États-Unis, comme d'habitude, ont compris une fois de plus que la technologie, l'IA ici en particulier, va jouer un rôle prépondérant dans la prochaine course de la domination avec les puissances montantes telles que la Chine et les BRICS de manière générale. Sauf qu'en France, ce n'est pas encore le cas, ou du moins les politiciens ne sont pas encore à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer pour la population ? Là j'ai vu très récemment que... Donc là, les conséquences pour la population. Qui fait appel à de l'intelligence artificielle pour faire de la veille médiatique. Il y a, je demande à me faire fact-checker, au moins les 2 tiers de la société qui va subir un plan de licenciement massif. On n'en est qu'au début. Est-ce que est-ce que tu as creusé les choses ? Est-ce que tu as vu des pistes, des solutions pour endiguer ça ? Et quelles vont être les solutions des politiques pour aller avec un peu plus de calme social ? Je n'ai pas terminé. La question c'est, est-ce que les gens inadaptés vont être obligés d'être perfusés de subventions, de filets sociaux jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à l'EHPAD, pour maintenir une cohésion sociale ? Bon, avant qu'il ne réponde, moi j'ai déjà une réponse très réfléchie sur cette question. Derrière cette question, c'est plutôt pour poser la question de manière plus brutale, c'est la question du revenu universel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la mesure où l'IA aura été déployée à tous les pans de la société, et compte tenu de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue, et le retard, par conséquent, je m'adresse tout particulièrement à la société française où, en général, on attend que ces évolutions mûrissent avant de pouvoir prendre des mesures adéquates. Donc, puisque l'IA aura été déployée dans tous les pans de la société, dans le retard également que l'on va accumuler dans la formation des salariés et même au niveau de l'éducation nationale, par conséquent, nous aurons de plus en plus une masse de salariés inaptes, voilà, handicapé entre guillemets mental, voilà, qui ne pourra pas être à jour du fait de l'intelligence artificielle.
Par conséquent, il faudra donc les occuper. Il faudra quand même apporter une réponse à ces personnes-là pour que la paix sociale puisse continuer à perdurer. Et tout particulièrement en France, compte tenu du modèle social français, il faudra donc calmer cette population. Et calmer cette population, c'est quoi? C'est penser donc la question d'un revenu universel, ce que l'on appellera dans cette forme-là. Donc, donner une forme de rémunération à chaque fin du mois pour que ces personnes puissent se calmer, pour ne pas avoir des phénomènes de gilets jaunes dans la société, parce que l'intelligence artificielle aura bouffé, ravagé les emplois de ces personnes-là. Sauf que en réalité, ça c'est un phénomène qui passe rapidement, quand je vous le dis de manière abstraite. En soi, réellement, l'humain, même s'il travaille, il a besoin d'avoir aussi du sens à son travail. Vous ne pourrez pas simplement donner de l'argent aux gens toutes les fins du mois et vous attendre à ce que ces personnes-là se contentent uniquement de cet aspect-là et ne fassent rien. S'il n'y a pas un sens de travail, même si c'est une illusion, je précise bien, vous ne pourrez pas continuellement en fait leurrer ces personnes, et la société évidemment va être dans cette tension perpétuelle avec le fait que l'IA va prendre de plus en plus une place prépondérante très grande dans la société. Bon, écoutons ce qu'il va dire et puis on va comparer et réagir. D'abord, il faudrait savoir où on va atterrir en matière d'intelligence artificielle. On a une très grande imprévisibilité. Le 29 novembre 2022, c'est-à-dire la veille de la sortie de ChatGPT 3.5. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT 3.5, c'est quoi? C'est la première version de ChatGPT produit par OpenAI. Donc la veille de la sortie de cette version révolutionnaire de GPT, ce que fait aujourd'hui GPT-4 en médecine, je n'imaginais pas que ce soit possible avant 2035-2050. Comme tout le monde. Alors, quand on donne un dossier médical, séquence, il est en train de mettre sur pied évidemment le fait que l'IA devienne de plus en plus performante, l'IA devient de plus en plus entre guillemets intelligente. On passe donc de GPT, la version ChatGPT 3.5 à la version 4. Vous avez tout un tas en fait d'évolutions qui ont été constatées, et cette rapidité d'analyse que les prochaines IA sont capables de faire que les anciennes versions n'étaient pas capables. Donc, l'IA avance avec une vitesse assez grande. Poursuivons ce qu'il va dire. Avec des abréviations, des fautes, en plusieurs langues, avec de l'argot, du patois, ChatGPT 4, il fait un diagnostic. Ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas possible avant 15, 20, 30 ans. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de savoir jusqu'où va aller l'intelligence artificielle d'ici 2030, 2040, 2050. En réalité, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, l'intelligence artificielle se développe, mais elle n'atteint pas ce qu'on appelle l'edge IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas l'intelligence humaine dans toutes les dimensions. Singularité. Ce fameux point de singularité qui voudrait que lorsque vous prenez un système de coordonnées x, y, vous prenez 2 courbes en fait, où au début vous avez la courbe de l'intelligence humaine qui serait au début, enfin donc au-dessus de la courbe de l'intelligence artificielle. Sauf qu'au point de singularité, il y a un dépassement petit à petit qui commence à s'amorcer, où l'on constate, d'après cette définition, la courbe de l'intelligence artificielle au-dessus, cette fois-ci, de l'intelligence humaine. L'IA générale serait donc effectivement l'avènement, le point de singularité où, cette fois-ci, l'IA générale aura pris le dessus sur les humains en termes d'intelligence. Le deuxième scénario, c'est que dans 1000 à 2000 jours, l'intelligence artificielle devienne une intelligence artificielle générale et donc dépasse l'intelligence humaine dans toutes les dimensions intellectuelles et cognitives. Puis le troisième scénario, c'est le scénario qui a été annoncé par Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, cet été. C'est le scénario dans lequel nous atteignons la superintelligence artificielle d'ici 2030. Ces 3 scénarios dessinent pour nous à titre individuel, pour nos familles, pour nos entreprises, pour la société, pour l'humanité en général. Pour la France. Pour la France, bien sûr, des destins différents. Si l'intelligence artificielle se
se développe mais ne dépasse pas l'intelligence humaine dans toutes les dimensions, on va avoir une révolution schumpeterienne traditionnelle, comme a été l'électricité, la vapeur ou le moteur à explosion. C'est une révolution schumpeterienne, c'est déjà beaucoup, alors, mais ce n'est pas un bouleversement. Destruction créatrice pour la référence, voilà. L'idée, c'est que dans cette destruction créatrice, l'avènement de toute nouvelle technologie oblige, alors pas forcément dans le sens destruction, mais oblige les personnes dans le marché du travail, pour prendre ce cas-là, à s'adapter, à se mettre à jour. Donc, cette partie correspond à la destruction, entre guillemets. Maintenant, la création créatrice, c'est la partie où cette fois-ci, on va créer, ou de nouvelles tâches vont émerger du fait de cette destruction, en fait. C'est ça la référence derrière dans ce concept-là. Mais c'est beaucoup plus large, hein, mais appliqué à l'intelligence artificielle et dans le monde du travail, c'est ce qu'il est en train de dire. Fantastique. Si le deuxième scénario se révèle juste, c'est-à-dire que on atteint l'intelligence artificielle générale dans 1000 à 2000 jours, ce qui est le scénario aujourd'hui privilégié par à peu près 80% des experts, là on a non plus une révolution schumpeterienne, mais on a un changement civilisationnel. C'est une réorganisation complète de la société qui est à l'horizon de 2030-2035. Puis le troisième scénario, aujourd'hui privilégié par le créateur de ChatGPT, c'est l'arrivée rapide de la superintelligence. Cette fois-ci, ça n'est plus une révolution civilisationnelle, un changement civilisationnel, c'est un changement anthropologique. C'est un changement dans le statut de l'homme qui serait totalement, cette fois-ci, marginalisé par l'intelligence artificielle. Donc, et aujourd'hui, les experts ont changé d'avis très vite. Il y a un an, 80% des experts pensaient que l'intelligence artificielle ne dépasserait pas rapidement l'intelligence humaine. 10% pensaient que l'intelligence artificielle générale arriverait d'ici 2030 et 5 à 10% imaginaient qu'on aurait de la superintelligence dans les années ou les décennies qui viennent. Aujourd'hui, c'est plutôt 10% pour le scénario 1, 80% pour le scénario 2 et 10% pour le scénario 3. Donc les experts se sont ralliés à l'idée que l'intelligence artificielle générale, supérieure au cerveau humain, dans toutes les dimensions intellectuelles, va arriver relativement rapidement. Il y a un peu de tout, enfin, du vrai et du faux, faudrait démêler. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pars toujours de ce principe, et je pense que si vous avez un peu fait de recherche, quelles que soient les nouvelles technologies, vous verrez que, en général, et c'est un ancien qui me l'a déjà dit, hein, et ça a été prouvé, les nouvelles technologies que vous voyez, la blockchain, Internet, aujourd'hui l'IA, ces technologies, au demeurant, commencent toujours par le militaire. Si aujourd'hui vous avez eu donc l'IA, les LLM, le Large Language Model, sachez que au moment où ces modèles sont sortis, c'est parce que évidemment le gouvernement américain, et ça c'est des faits, hein, je vous renvoie à faire vos petites recherches rapidement sur Google, etc. Sachez que le gouvernement américain, le Pentagone tout particulièrement, en tout cas l'aspect militaire, avait déjà à cœur et utilisait déjà les applications concrètes de l'IA. Et quand je parle de concrètes, et même bien d'autres applications au-delà de ce que nous utilisons aujourd'hui avec le simple prompting, etc. sur des interfaces données. Donc, quand on parle aujourd'hui de super intelligence, alors maintenant, moi, c'est ma petite conjecture du fait de la compréhension de la manière dont ces outils sont livrés dans l'aspect du civil. Si on parle aujourd'hui des super intelligences, c'est parce que déjà derrière le Pentagone et le gouvernement américain, on va dire de manière large, a déjà conscience et sait déjà à peu près dans quelle direction on y va. Donc, entendre ces événements et ces paroles-là, c'est parce que derrière, il y aura déjà en fait une direction donnée. Donc si demain, aujourd'hui, pour dire les choses de manière rapide, c'est que si demain on a une super intelligence, imaginez-vous que le gouvernement américain en particulier avait déjà conscience et il l'utilisait déjà. Vous aurez simplement une version un peu light de ce qui va se passer. Donc pour moi au final, il n'y aura pas. C'est ma conjecture. J'imagine bien que vous avez la vôtre, libre à vous, bien évidemment, mais je la tire du fait que c'est un constat tout particulièrement qui se répète. C'est un schéma qui est le même avec les autres technologies.
Internet a été utilisé par l'armée américaine avant d'être livré dans le domaine civil, de même que la blockchain. Et aujourd'hui, je vois pas pourquoi l'IA échapperait à cette logique-là. Voilà ce que je voulais dire dans ce propos. Ça signifie quelque chose. C'est qu'en réalité, il est très très difficile de prévoir ce qui va se passer technologiquement et pour le politique de savoir ce qu'il faut faire. On voit bien que pour l'adaptation des travailleurs, le scénario 1, le scénario 2... On peut faire écho avec l'actualité, donc les conflits par exemple entre l'Iran et Israël et le fait que les États-Unis ont bombardé l'Iran dernièrement. Il a été démontré que les États-Unis comme Israël ont utilisent déjà des intelligences artificielles dans leurs données, dans leur armement, etc. Donc voilà encore une preuve de plus qui pourrait vous convaincre du fait que ces outils, et si demain on parle de super intelligence, sachez que ces organisations, ces États, parce que ce sont des États qui ont une puissance de feu, et donc derrière, ils sont capables d'embaucher les meilleurs cryptologues, cryptographes bien sûr aussi, mathématiciens et ingénieurs, tout le reste, capables d'aller rapidement plus vite que vous et moi au quotidien pour explorer ces nouveaux cas d'usage applicatif et tout le reste sur des solutions et technologies autour de l'intelligence artificielle. Scénario 3 ont des conséquences extrêmement différentes. Le scénario 3 est un scénario dans lequel même les intellectuels, même les gens les plus innovants pourraient être marginalisés par l'intelligence artificielle, alors que le scénario 1 est un scénario dans lequel l'adaptation ne serait pas trop difficile. Alors, Sam Altman, qui pense que l'intelligence artificielle, super intelligence artificielle, est là bientôt, est en train de lancer une expérimentation à grande échelle de revenu universel parce qu'il est convaincu qu'une très large partie de la population ne va pas pouvoir s'adapter, ne va pas être compétitif face à l'intelligence artificielle et il pense que seul le revenu universel va pouvoir occuper ces gens-là. L'idée de mettre... Je ne vais pas couper, mais je vous ai déjà donné mon point de vue là-dessus sur la question du revenu universel. Mais écoutons ce qu'il va dire. Je pense qu'il voulait amorcer le propos là-dessus. Universel, les gens dépassés par les successeurs de GPT-4 s'accompagne chez certains experts de la Silicon Valley de l'idée de donner la réalité virtuelle gratuite. C'est-à-dire qu'il y aurait un package revenu universel pour les gens dépassés par l'intelligence artificielle, et puis réalité virtuelle, c'est-à-dire les casques Oculus et les programmes qui vont avec pour occuper les gens, pour les gens qui ne pourraient plus travailler. Personnellement, je suis totalement opposé à cette stratégie. Je pense que l'idée politique qui apparaît sympathique et bienveillante du revenu universel est une idée mortifère et inacceptable politiquement. Parce que l'idée de mettre au revenu universel les gens moins malins et moins intelligents que ChatGPT dans le futur, à la sortie de l'école, jusqu'au moment où ils rentrent chez Orpea, est juste un cauchemar politique. Chez Orpea. Est un cauchemar chez Orpea et chez les concurrents d'Orpea, est un cauchemar politique. Donc je ne crois pas qu'une société dans laquelle tous les gens dépassés par l'intelligence artificielle seraient mis au rebut, au revenu universel jusqu'à leur mort est une société tenable. Je pense qu'il faut davantage réfléchir dans l'adaptation de l'ensemble des citoyens à la nouvelle donne cognitive, intellectuelle, plutôt que de les mettre de côté. Alors, je suis très inquiet. Rajouter une fois de plus ce que j'ai déjà pu dire sur la question du revenu universel. Moi, je suis contre évidemment cette idée-là, et je pense que vous devriez l'être également. Alors, ça semble en apparence très très sympathique le fait de se dire que les IA vont être assez autonomes pour travailler à nos places et par conséquent, nous allons être de repos et toucher une forme de rémunération toutes les fins du mois et être tranquille. Non, ça ne va jamais se passer comme ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que à aucun moment, et surtout pour un État tel que la France, mais pour d'autres États également, ne peuvent vous donner un revenu universel, une rémunération, sans rien faire. Cette question, elle a déjà été abordée plusieurs fois, et l'une des thèses qui revient le plus en plus, et l'expérience a déjà été faite. Hein. Le truc, c'est que si demain, tant qu'il y aura l'humain sur cette terre,
l'humain, le travail que vous avez aujourd'hui, vous le savez déjà, on le sait déjà au quotidien. La plupart du temps, nos travails, en fait, donc ce que nous faisons au quotidien, nous utilisons nous faisons la plupart des métiers, ce qu'on appelle les bullshit jobs, tels que l'a bien conceptualisé David Graeber dans son bouquin Bullshit Job. Et il a déjà répondu en partie à cette question-là. Et si vous prolongez la question, vous verrez que, en tout cas, son point de vue fait vraiment sens. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, revenons un tout petit peu, parce qu'il faut faire un peu de l'histoire. Avant l'IA, si on revient sur l'aspect de l'automatisation dans les industries lourdes, etc., et voilà, la standardisation et tout le reste, on disait que les robots dans les industries, dans les usines, allaient remplacer, en quelque sorte, c'est ce qui s'est effectué, hein, donc le travail à la chaîne. Sauf que vous avez bien vu que malgré un certain nombre de tâches remplacées, on a toujours besoin de quelqu'un en dernière instance pour pouvoir appuyer sur un bouton donné, etc. Même si pour appuyer sur ce bouton donné en question, il faut remplir tout un tas de formulaires à la con, il faut passer par tout un tas de processus, des heures simplement pour valider, pour avoir l'aval d'un directeur quelque part dans le monde entier pour vous dire d'appuyer sur un bouton qui se trouve justement à 1 mètre de vous. Donc ça c'est la définition même du bullshit job. Mais on a conservé ça pourquoi? Pour 2 raisons. Donc David Graeber, donc je suis en train pour vous exposer son point de vue. Hein. Et simplement, donc il est en train de dire qu'on a maintenu ce système-là pour 2 raisons principales, pour l'aspect politique et pour l'aspect moral. Pour l'aspect politique, c'est quoi? Les deux sont conjugués, donc il y a un lien entre les deux. L'aspect politique, c'est quoi? Si vous supprimez aujourd'hui tous les bullshit jobs, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se retrouver à la maison à ne rien faire et donc qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Il va y avoir tout un tas de questionnements qui vont arriver et tout le reste. Et ce questionner va conduire inéluctablement à se dire en fait qui me dirige, pourquoi l'État fait tel type d'action, qui est à la tête de l'État et qui dirige et pourquoi cette personne, etc. continue, on va dire, les politiques en France avec le cumul des mandats et les scandales à répétition. Pourquoi ces mêmes personnes sont à la tête de l'État continuellement? Ce genre de questions, c'est très problématique en fait pour les politiques parce que s'il y a une masse critique de travailleurs qui se retrouvent à la maison sans rien faire et qui se posent ce genre de questions, c'est très dangereux pour le pouvoir en place. Donc voilà l'aspect politique. Et l'aspect moral également, c'est que un humain, il a besoin du travail, même si c'est je l'ai déjà dit, même si c'est un thème d'illusion dans sa tête, pour pouvoir se sentir valorisé. Le travail, c'est aussi une forme de valorisation de sa personnalité, de son être, de son bien-être évidemment, de se dire en fait que j'apporte quelque chose dans la société, je suis utile à la société. Si demain vous n'avez plus ce sentiment intérieur, même si je le dis, je le répète, la plupart du temps on sait très bien qu'il y a un côté faux, mais si vous n'avez plus cette petite voix à l'intérieur qui vous dit que vous êtes utile pour la société, vous devenez un danger pour la société. Et les politiques en ont conscience. Donc l'IA, même si l'IA, je pense, à un niveau, l'IA sera capable de quasiment faire toutes les tâches que l'on fait déjà aujourd'hui. Simplement, on va continuer à garder les gens, une masse critique en tout cas, pour la plupart, dans une forme de léthargie pour pouvoir évidemment conserver l'aspect illusionniste en fait. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Enfin, j'ai assez trop dit, mais je pense que vous avez compris largement mon propos. De ces expérimentations de revenus universels, décider à employer une vie entière les gens dépassés par l'intelligence artificielle. Je pense que ce serait un monde à la métropolis qui se dessine, un monde absolument atroce. Je pense qu'il faut davantage réfléchir à la formation et à l'adaptation de tout le monde à cette nouvelle technologie. Avant de rentrer dans des cas concrets de ce qu'on peut faire avec tout ça, parce que certains de nos auditeurs ou auditrices n'ont pas conscience des capacités déjà à l'heure actuelle de ces IA. La régulation, est-ce qu'elle est un peu pensée? Est-ce que l'encadrement est un peu pensé? Est-ce que on entend si une intelligence artificielle s'échappe? Si une intelligence artificielle se sent, si elle émettait des sentiments, des sensations de captivité ou des velléités de développement, comment on fait
pour encadrer, est-ce qu'il y a un conseil d'éthique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? Alors la régulation ne peut pas être à l'échelle du Maine-et-Loire ou de la ville de Carpentras ou d'Alsace. Une régulation sur l'intelligence artificielle ne peut être que mondiale. Évidemment. À partir du moment où on a une intelligence artificielle générale qui dépasse l'intelligence humaine. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes au fait des informations, donc l'Union européenne a produit ce qu'on appelle l'IA Act. Donc l'IA Act se veut être comme l'équivalent pour lorsqu'il y a eu l'avènement du big data, a produit le RGPD, le GDPR, d'accord? Sauf que cet IA Act là, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Parce que ce ne s'applique que déjà dans l'Union européenne. Donc les États-Unis en aucun cas considèrent cette loi-là, ou les États-Unis ou le reste du monde entier. Et de plus, ce n'est pas l'Europe qui est en avant-garde sur l'intelligence artificielle. Donc, alors on comprend l'idée derrière, donc l'idée de garder, de conserver ou d'avoir un œil critique sur la manière dont l'IA est en train d'évoluer. Ça, il y a cet aspect-là, bien évidemment, donc des régulations à prendre en compte. Sauf que pour pouvoir se présenter et produire ce genre de loi, il faudrait déjà quand même être en tête de l'évolution et de pouvoir permettre tout un tas d'innovateurs, de créateurs d'entreprises, de champions dans l'innovation, des startups, d'avoir une large vision sur les aspects applicatifs de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'Europe n'a pas cette vision-là. Voilà. Et l'Europe n'est pas en tête de l'intelligence artificielle, à ce que je sache. On a vu l'excitation dans la Silicon Valley et au-delà de la Silicon Valley chez les experts depuis quelques semaines, avec la déclaration cet été de 26 mots, hein, le statement, la déclaration de 26 mots, qui explique, signée par Bill Gates, signée par Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, et de nombreux experts de l'intelligence artificielle, déclaration selon laquelle, pour réduire le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, il faut une prise de conscience mondiale, global en anglais, au même titre qu'on a une réflexion pour réduire les risques de pandémie et pour contrôler les dangers de guerre nucléaire. Donc il y a une petite phase d'hystérie dans la Silicon Valley du fait des progrès très très importants depuis 10 mois des réseaux de neurones de type ChatGPT, et il y a une demande de la part des experts de régulation à l'échelle mondiale. Une réunion s'est tenue au Congrès américain cette semaine avec la totalité des grands industriels de l'intelligence artificielle pour réclamer une régulation sous la forme d'une agence fédérale, comme il y a une agence fédérale de contrôle boursier, une agence fédérale du droit de la concurrence, une agence fédérale pour l'aviation civile, etc., etc. Il y a une demande de la part des industriels d'une régulation au niveau américain dans un premier temps pour gérer les développements rapides de l'intelligence artificielle. Pour éviter l'extermination de l'humanité, ça veut dire quoi? Une partie des spécialistes de l'intelligence artificielle pense qu'elle va devenir dangereuse. C'est notamment le cas de Hinton, qui est le père. Cette question elle est très préoccupante, bien évidemment, bien sûr. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas d'envie et s'il n'y a pas de structure à l'échelle globale, c'est ça le problème, à l'échelle globale, pas uniquement dans l'Union européenne, non. Quoique, mais s'il n'y a pas de régulation vraiment à l'échelle globale, quiconque aura la connaissance nécessaire et une certaine puissance d'argent financier pourra mettre en place une IA capable de détruire en fait l'humanité. Parce qu'en soi, d'un point de vue abstraction, vous avez ces outils qui sont capables de pouvoir rivaliser déjà aujourd'hui dans une certaine forme d'exécution, ce qu'un humain ne pourrait pas faire. C'est véritablement là le point critique. Donc à l'échelle globale, évidemment que la question devrait se poser à cette échelle-là, mais pas en dessous. Intelligence artificielle sous la forme des réseaux de neurones à Toronto, qui a d'ailleurs dans une déclaration cet été dit que si c'était à refaire, il ne voudrait pas avoir inventé les réseaux de neurones artificiels car il les juge trop dangereux pour l'avenir de l'humanité. Donc
Dangerosité sous quelle forme? Alors, destruction de la démocratie parce que les fake news vont pouvoir être totalement crédibles. Il y a des vidéos de Macron extraordinaires qui circulent en ce moment, une notamment faite par l'équipe d'Hanouna, où on voit Macron raconter n'importe quoi avec des mouvements des lèvres parfaits. Un petit logiciel extraordinaire est sorti il y a quelques jours, Edgen, qui permet de transformer une vidéo dans une langue, en une vidéo dans n'importe quelle langue, et qui adapte les mouvements des lèvres à la nouvelle langue. Il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent comme ça. Donc, première crainte, la destruction de la démocratie par la mort du réel, la mort de la vérité, parce que on va pouvoir créer plein de vérités alternatives avec des vidéos. Les gens qui voudront manipuler, déformer le débat public, les complotistes, comme on les appelle parfois. Donc il y a cette crainte par rapport à la démocratie. Puis il y a une deuxième crainte, qui est une crainte par rapport au monde du travail. Une partie des experts de l'intelligence artificielle, et notamment Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, pense que la formation des travailleurs et l'école ne vont pas être assez rapides pour que les gens puissent galoper derrière l'intelligence artificielle. Et donc il y a la crainte d'un bouleversement social et donc politique à cause de l'intelligence artificielle. La formation des personnes, des salariés en entreprise, et également la modernisation de l'école, de l'éducation nationale. Je l'ai toujours dit, et le problème en France tout particulièrement, c'est que les politiques n'ont pas cette vision, ne s'inscrivent pas dans les enjeux majeurs de l'intelligence artificielle tels que l'IA est en train d'évoluer à l'échelle mondiale. Donc s'il n'y a pas une école, une éducation nationale, un système autour de la formation des jeunes élèves, écoliers, lycéens, en matière d'intelligence artificielle, comment intégrer l'IA au sein de l'école dès le bas âge. S'il n'y a pas cet aspect qui est vraiment intégré, rajouter au retard sur la formation des salariés en entreprise, vous allez avoir, comme il le dit, évidemment, ce qui va de soi, hein, surtout en France, avec un système social où on paye quelque part la paix sociale avec des aides, allocations et tout le reste, une masse critique de personnes au chômage, parce que le capitalisme, les employeurs, les grandes entreprises vont remplacer nécessairement la plupart des travails par de l'intelligence artificielle. Et donc derrière cette masse critique qui sera au chômage, inapte à la formation sur l'IA, cette masse critique va se retrouver à la maison et l'État devra s'en occuper. Et bon, voilà, avec toutes les conséquences que l'on connaît très bien et le système de mentalité dans lequel on évolue en France, je vous fais pas de dessin, c'est ce qui va potentiellement arriver. La troisième crainte, c'est une crainte d'arrivée d'une IA hostile. Il n'y a pas du tout de consensus là-dessus. Il y a des gens comme Yann Lequin, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle et qui est le responsable de l'IA chez Facebook Meta, qui considère que ces craintes sont complètement grotesques. Il décrit non pas la mort de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle, mais une nouvelle renaissance et un nouveau siècle des Lumières grâce à tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas de consensus entre ceux qui tiennent un discours très pessimiste sur les risques d'hostilité de l'intelligence artificielle et ceux qui trouvent que c'est complètement con, comme Yann Lequin, et qui voient principalement les aspects positifs et révolutionnaires de l'IA et qui minimisent les risques d'un vrai conflit, c'est-à-dire d'une guerre des intelligences de bon. Par rapport à cette question, donc il y a toujours deux aspects, un côté positif et un côté négatif, et un côté pessimiste et un côté optimiste. Je suis bien évidemment dans une position nuancée. L'IA, c'est ce que l'on va faire. C'est comment on perçoit l'IA, c'est ce qu'on en fait au quotidien qui fera que on va se situer dans l'une ou l'autre position. Mais pour revenir toujours à cette question, sachez que si aujourd'hui vous êtes salarié en entreprise, vous devez absolument, ne serait-ce que déjà par un début, un commencement, utiliser déjà ChatGPT, ou d'autres concurrents là d'ailleurs. Il y a Claude par exemple, ou Gemini, ou Mistral aussi, voilà, pour comprendre déjà à peu près comment ça fonctionne. Et à partir de là, vous aurez une idée, une compréhension à peu près vague, mais déjà un bon parti pour entamer votre formation. Et
plus vous allez pousser le bouchon un peu plus loin, vous allez commencer à comprendre, à avoir une vision beaucoup plus critique et fiable et précise sur l'IA. L'IA ne va pas remplacer les personnes d'entreprise. Moi, je dis toujours que l'IA va remplacer les personnes qui ne veulent pas se former et comment utiliser, intégrer l'IA au sein de leur activité. C'est surtout cette partie qu'il faudrait nuancer et sur laquelle il faudrait se fixer pour mieux comprendre le changement, le bouleversement que produit l'IA aujourd'hui dans la société au niveau des entreprises. L'IA et nous. En termes de processus créatif... Bon, on va prendre la dernière question et on va s'arrêter là. En termes éducatifs, en termes de développement des cerveaux de nos chers humains, de nos chers enfants, est-ce que l'intelligence artificielle couplée à un enseignement traditionnel peut aider? Est-ce que ça va changer l'arborescence de la pensée humaine? Très bonne question. L'intelligence artificielle va forcément changer la façon dont on pense, car nous sommes dans un nombre croissant de domaines dépassés. Donc si nous voulons exister et ne pas aller au revenu universel, il va falloir qu'on se casse le cul et qu'on bosse un peu pour être complémentaire de l'intelligence artificielle. Chacun d'entre nous doit passer plusieurs heures par semaine à réfléchir à sa complémentarité avec l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas l'inverse? Parce que c'est nous qui sommes challengés. En partie, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, est-ce que l'IA va-t-elle changer la manière dont on pense? Oui. Pourquoi? C'est déjà le cas dans mon métier, enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont ingénieurs et qui mettent sur pied des architectures de solutions d'intelligence artificielle. Vous le constatez déjà. Même pour les personnes qui utilisent au quotidien véritablement l'IA dans les règles de l'art, vous constatez que systématiquement, vous tapez des prompts pour pouvoir avoir des résultats concrets. Donc, vous entrez déjà dans une bulle à filtre de prompts, des prompts successifs. Et cette manière de procéder vous met inéluctablement dans une position où votre structure de pensée est impactée par la manière dont vous posez les prompts de manière continuelle. Voilà déjà en soi un cas concret qui prouve que la manière dont on pense, la manière dont on crée des systèmes derrière intelligents en utilisant ces outils d'intelligence artificielle se voit changer. Donc déjà rien que ça, c'est déjà véridique. Mais d'autres applications bien sûr viendront par la suite. Le simple fait d'anticiper la manière dont l'IA va répondre, voilà déjà aussi une manière dont qui prouve que votre processus de pensée se verrait impacté par l'usage de l'intelligence, des outils d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est challengée. Nous avons cet effort à faire parce que l'intelligence artificielle progresse très vite alors que le cerveau humain ne progresse pas. Aussi vite. Aussi vite. Ben, il progresse très peu. Je vais prendre juste un exemple en médecine. ChatGPT est égal ou supérieur aux médecins dans un nombre croissant. Alors, il prend le cas de la médecine. Par exemple, aujourd'hui, l'IA dans les diagnostics, l'IA est capable, vous fournissez tout un tas de données sur un diagnostic, l'IA est capable d'analyser, l'IA est capable de produire, d'indiquer le bon médicament adéquat à ce diagnostic en question et d'aller beaucoup plus finement dans les analyses. Ce que médecin prendrait beaucoup plus de temps, et encore c'est pas garanti parce que il pourrait potentiellement se tromper. Aujourd'hui, on constate dans certains tests et dans certains cas de figure que l'IA est capable d'aller non seulement beaucoup plus vite, mais qu'avec une précision chirurgicale qu'un médecin généraliste ou spécialiste ne pourrait le faire. Il n'y a pas que la médecine. Il y a, alors, de manière générale, partir du principe que sur tous les pans d'activité où vous avez une analyse de données assez conséquente, partir du principe que l'IA va dépasser l'humain ou la personne actuellement sur ce travail en question. C'est bon comme ça. Ça va là? Magnifique. Désolé pour cette coupure. Dans le domaine de la médecine, GPT-4 atteint le niveau des médecins et parfois les dépasse dans un nombre croissant de disciplines, en termes de diagnostic et de choix thérapeutiques. Il y a un vrai challenge pour ma profession. Je peux couper? Oui. En termes de challenge thérapeutique, ok, mais un médecin qui s'adresse à son patient,
qui prend en considération le biotope familial, la vie du patient, sa perception. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer le contact, la relation patient-médecin, est-ce qu'on n'est pas en train de la standardiser comme des poulets? Un mot chaleureux d'un médecin. Oui, alors c'est ce que ma profession et beaucoup de professions imaginaient. La technique, les chiffres à l'intelligence artificielle, l'empathie, le care, la gentillesse, la bienveillance à nous. Sauf que une étude qui vient d'être publiée dans l'une des plus grandes revues médicales montre que les médecins sont moins empathiques que l'intelligence artificielle. Ça reste à discussion, ce débat. Parce que je pense que quand même il y a l'aspect humain qui compte dans la guérison. Et en général, lorsque vous allez voir un médecin, c'est aussi ce contact humain qui fait que vous vous sentez rassuré quelque part. Même si potentiellement le médecin ne soit pas assez fiable dans les indications qu'il vous donne. Il y a déjà le processus de se dire je suis avec un autre humain et donc il me comprend, on se comprend potentiellement. Toute la question demain est de savoir est-ce que les êtres humains que nous sommes, est-ce que nous allons conserver ce lien-là de symbiose, de cohérence, de relation entre le patient et le médecin? C'est toute la question. Parce que quand on regarde qu'aujourd'hui, la médecine aujourd'hui en ligne est en train de prendre une place, donc la relation avec le médecin tel qu'on le pensait avant, le médecin traitant, les machines aujourd'hui à distance sont capables déjà d'effectuer des diagnostics. On est aussi dans une société du tout technologique, de toute on ne juge que par la technique. Donc voilà aussi les aspects anthropologiques sur lesquels on va devoir s'interroger. Est-ce que mettre sur le pied, en termes d'égalité, l'aspect relationnel et l'aspect purement en fait technique où je souhaite me faire ausculter par une machine et à partir du moment où j'ai mon diagnostic, le reste peu m'importe, voilà. Donc tout cela va être challengé et c'est ce qui est déjà en train de se passer sur le cadre de la médecine, pardon, mais également sur d'autres activités parce que derrière, in fine, c'est une question de rentabilité au niveau des grandes entreprises. Pour le choix des entreprises, c'est que il faut aller plus vite, parce qu'il faut faire plus de thunes, plus d'argent, et vous rajoutez cela, vous mettez le doigt sur tous les autres pans de la société, sur toutes les autres activités. Vous avez cette dimension de la technique qui va être privilégiée, parce que les employeurs et les grandes entreprises veulent aller plus vite et gagner donc plus d'argent, et donc par conséquent le côté empathique des humains va être délaissé de plus en plus. Ouais, mais moi j'imaginais plutôt le contraire, mais c'est sans doute parce que je suis médecin. Et donc dans cette étude, l'intelligence artificielle dépasse les médecins en termes techniques, en termes cliniques, mais surtout elle a une note 2 fois supérieure à la note des médecins en termes d'empathie. Donc l'idée selon laquelle nous médecins on va abandonner la complexité technique à l'IA et qu'on va s'occuper de la bienveillance, de l'empathie et de la gentillesse, c'est une idée conne, une idée fausse, parce qu'en réalité l'IA est plus empathique que nous. Mais on aurait pu s'en douter. Quand il est 12h30 je ne sais pas de quelle étude il parle là simplement, je crois qu'il n'a pas donné la source, mais méfiez-vous également de ce genre d'études parce que c'est aussi des études parfois orientées déjà avec des biais, donc faites vos recherches. Et ce que je peux dire simplement à ce stade, c'est que un bon nombre d'humains encore aiment bien avoir le côté empathique avec l'aide soignante, la relation médecin traitant, etc. Donc, dit que les machines sont plus empathiques que les humains, je ne suis pas sûr, et tout simplement parce que j'observe le réel, tout simplement, le réel. Toujours observer le réel, même s'il y a des études derrière, et quoique toujours remettre en cause et questionner ces études-là, parce que pour la plupart, c'est souvent des études commandées par des grandes officines derrière qui veulent promouvoir et mettre sur pied rapidement l'adoption de l'intelligence artificielle dans la société de manière rapide. Le dernier patient.
et qu'on a envie d'aller bouffer et qu'on a notre femme qui nous attend parce qu'on bouffe avec notre femme ou pour les femmes le contraire. Au bout de 20 minutes de consultation, le malade, on lui dit gentiment qu'on va le revoir dans quelques jours. Avec GPT-4, on peut parler de sa maladie jour et nuit pendant une semaine si on veut. GPT-4 va être toujours bienveillant, gentil, ne va jamais se lasser, va répéter s'il faut répéter. Toute la question elle est là. À l'infini. Est-ce que le fait de se dire que alors donc pour bien restituer les choses, quand on a en face de nous un humain, un médecin, notre médecin traitant, on sait d'emblée que c'est un médecin, c'est un humain comme nous. Donc pas un miroir, pas une projection en fait du fait de se dire qu'on a quelqu'un qui nous comprend. On a forcément dans une part de conscience l'idée selon laquelle cette personne a de l'empathie et comprend nos émotions. Sauf que derrière une interface donnée, donc ChatGPT par exemple, même si on pourra questionner, poser des questions à tout instant, 24/24, et que l'outil nous répondra, mais comme on sait d'emblée que c'est une machine, à moins que on ait enlevé cet aspect de conscience dans notre cerveau, mais comme on aura l'idée toujours selon laquelle c'est une machine, est-ce que cela ne va pas biaiser forcément l'empathie? Voilà. Toute la question elle est là. Est-ce que demain les prochains humains, bon la nouvelle génération surtout, parce que je pense que la génération la plus âgée ou celle qui en a déjà conscience va se méfier et ne prendra jamais au sérieux en fait les outils d'intelligence artificielle, parce qu'il y aura toujours l'idée que même si la machine est précise dans ses réponses, même si la machine est capable de me répondre à tout moment, à tout instant avec des réponses aussi précises, pas de souci, mais comme c'est une machine, c'est peut-être pas la même chose. Voilà, je pense que c'est surtout à ce niveau, d'où réellement la question et l'aspect de se dire qu'on entre réellement dans une profonde remise en cause de l'anthropologie, et c'est une nouvelle société tout simplement qui est en train de se produire sous nos yeux. On aurait dû se douter que notre supériorité sur l'empathie était un leurre, était illusoire. C'est choquant. Moi, je n'imaginais pas que l'IA serait plus empathique que nous, docteurs, mais c'est ce qui est en train de se réaliser. Et s'il y a un gros coup de massue sur la tête, y compris pour moi, je ne pensais pas que nous serions challengés à cette vitesse-là, y compris sur la dimension de la bienveillance et de l'empathie. Alors cette empathie médicale que l'intelligence artificielle telle que tu le décris a une meilleure sensibilité, une meilleure perception, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les réseaux de neurones perçoivent le moindre caractère du patient dans son visage, dans son attitude, dans sa démarche, dans sa façon de marcher, son rythme cardiaque, sa production d'adrénaline, la midriase ou pas la midriase, la dilatation de l'iris ou pas. Alors pour l'instant, ces paramètres ne sont pas intégrés, mais l'intelligence artificielle est capable de répondre aux questions de façon très patiente, comme dans le film Her. En réalité, GPT-4 ressemble énormément à Her. Sauf la fin du film, on a atteint le niveau d'empathie et la qualité de réponse qu'on a. C'est toujours dans cette continuité. Quand on parle, et surtout particulièrement lorsqu'il parle du fait que l'IA a atteint un niveau d'empathie que peut-être les médecins aujourd'hui, par exemple, n'en ont pas. C'est une empathie guidée. Donc, on est toujours dans cette empathie de la technique, du vidé de sa substance humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, c'est un biais, évidemment, qui a été introduit pour guider, donc pas le prompting, pas l'idée de mettre des prompts sur lesquels l'IA va se baser pour pouvoir répondre à un utilisateur. Lorsque vous posez une question à ChatGPT, donc si on prend le cadre de la médecine, si il faut mettre sur pied un assistant spécialisé à partir d'un grand modèle de langage, un LLM en question, les outils aujourd'hui le permettent déjà de, entre guillemets, mimer, comme disait René Girard, le désir mimétique et tout le reste, enfin bref, dans cet aspect de mimétisme, de faire entrer au sein de la machine des prompts capables de comprendre la question de l'utilisateur et par conséquent de répondre à l'utilisateur avec un aspect
qui va mimer l'empathie. Donc vous allez avoir par exemple sur votre interface donnée ChatGPT qui va vous dire que puis-je faire pour vous, est-ce que vous vous sentez bien, ce genre de phrases en fait, ce genre de mots qui vont vous laisser croire que l'outil vous comprend véritablement, alors que derrière ce qui se passe c'est toujours, je l'ai toujours dit, et il faudrait avoir ceci en tête. ChatGPT, ce que vous rentrez là dans ces outils-là, ne comprend pas ces mots-là tels que nous, humains, on les comprend. C'est une suite de probabilités calculées à un certain niveau et validées qui, en fait, sont répétées et affichées sur votre interface donnée. Mais comme on va faire entrer, et pour des assistants dans la médecine, dans le cadre de la médecine, rassurer le patient, toute la question va être de savoir est-ce que le patient va se laisser, entre guillemets, baisser par ces mots-là, ou pas. Mais derrière, en soi, ce n'est pas de l'empathie réelle au sens humain. C'est une empathie, en fait, calquée sur l'empathie humaine. Toute la question est là, et tout va dépendre également, donc, est-ce qu'on accepte cela ou pas, la nouvelle société, la nouvelle génération qui est en train de naître là-dessus, autour de la question de l'intelligence artificielle. Bon, je vais m'arrêter là. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vais peut-être continuer la suite de cette interview et on en refera une nouvelle vidéo là-dessus et commenter, réagir là pour que vous puissiez mieux comprendre d'autres aspects. Mais sur ce, pour l'heure, je m'arrête à ce niveau, sur ce niveau des détails. Mettez un pouce, abonnez-vous et bien sûr mettez en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez réellement sur ces débats. C'est très important, c'est très essentiel pour aller plus loin et faire progresser la réflexion. Merci les amis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.